Mes amis, les chiens aboient. Et ce n'est pas un yeet que nous allons avoir pour commencer cette TLR Reviews de Raw du 23 septembre 2024, mais plutôt un oh oui. Oh oui. Mes amis, quel Monday Night Raw. Et à l'image de Sparrow, le petit Jack Russell qui aboie, comme d'habitude, dès que quelqu'un passe près de la porte, les chiens ont aboyé pour ce main event. Le main event de ce Monday Night Raw en direct depuis Ontario en Californie pour le titre intercontinental entre Jey Uso et le badass Bron Breakker. Mais ça, mes amis, c'était le main event. Avant le main event, nous avons eu tout un show qui, la grande question est, a-t-il tenu les promesses mises en place depuis 2 semaines par 2 Monday Night Raw absolument exceptionnels? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette hashtag TLR Reviews. Très rapidement, avant de commencer, merci à tous pour vos retours pour la toute première TLR AM analyse de match que j'ai postée hier soir à 20h. Ça va être le rendez-vous du lundi soir, mes amis. Aux États-Unis, ils ont Monday Night Raw. Et ben sur YouTube, sur la chaîne Tom Larufa, vous allez avoir les TLR AM analyse de match. J'en parlerai peut-être un peu plus à la fin de cette vidéo ou dans la semaine, mais franchement, je vous le dis, c'est à la fois un très grand plaisir, un très grand honneur pour moi de vous partager une grosse partie de ma carrière qui a été très importante et surtout très formatrice pour m'amener là où j'en suis aujourd'hui et surtout pour vivre tout ce que j'ai vécu par la suite, notamment à la WWE bien évidemment. Et je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Oh oui, vous kiffez ces nouvelles lunettes. Alors là, j'ai pas dessiné dessus, c'est pas comme celle bel esprit que j'avais avant. Là, j'ai découpé sur des étiquettes et j'ai collé dessus. Oh oui, ça rend bien à l'image de Yeet, les lunettes Yeet de Jey Uso. Mais vu le temps que ça m'a pris, franchement, je pense pas que je pourrais, si jamais un jour je les vends, les vendre ou en vendre en tout cas à un prix en mode que dont dans lequel je me procurais ces lunettes en gros, parce que franchement ça m'a pris énormément de temps de bien découper les lettres, de les dessiner et de bien les coller pour que ce soit bien aligné, pour que ça fasse oh oui, d'ailleurs j'espère que c'est bien aligné. Bref, tout ça pour dire mes amis, premier de la vidéo, tout ça pour dire oh oui. Donc je disais, les CTLRAM c'est une sorte de, alors pas de thérapie, mais un partage très sincère et très franc que je fais avec vous, à la fois de matchs que j'ai pas vus depuis 15-20 ans, pas 20 ans quand même pas, mais depuis 15 ans facile, voire 10 pour certains, et surtout je vois des prises que j'ai jamais faites, que j'ai faites oui dans ces matchs, mais que j'ai plus refait depuis des années, voire carrément une décennie. Et c'est franchement dans un sens très bel esprit, parce que ça me permet de réaliser, waouh, à une époque je faisais cette prise, et ça rend super bien. Peut-être je vais commencer à les refaire. Oh oui, donc en même temps que le partage et que la transmission, je vais peut-être tout simplement continuer à apprendre et à modifier mon propre catch pour les shows qui viennent. Et en parlant de shows qui viennent, c'est un gros Raw qui s'annonce. Qui s'annonçait dès le début du show, avec dès le début, il nous annonce donc le match pour le titre intercontinental entre Bron Breakker et Jey Uso en main event. Oh oui. Tout le long du show, ils ont construit ce main event et ça, c'est franchement très bel esprit. Mes amis, je vous le dis tout de suite, le booking de Triple H, de l'ère Triple H, j'aime sincèrement de plus en plus. C'est un truc de fou. Je sais que dans le passé, on a souvent dit que Triple H, c'est un mec très intéressé, qui serait pas là s'il avait pas épousé la fille du boss, etc. Mais on sent que cet individu aime le catch, qu'il aime le catch et qu'il est passionné. Je dis pas que Vince McMahon c'était pas le cas, mais Vince McMahon c'était autre chose, c'était un power trip, c'était un billionnaire, le mec, on sentait qu'il avait sa vision et rien n'en sortait. Triple H, on sent qu'il met non seulement le catch en avant et qu'il met le produit en avant. Et ça, franchement, c'est bel esprit et on va le voir dans ce show. Maintenant, là, j'allais dire, j'en ai eu la confirmation. On en avait parlé beaucoup dans les vestiaires à Backlash avec certaines personnes du roster, que ce soit des arbitres ou des catcheurs. Et là, maintenant, ça en ressort vraiment. Après, surtout, 3 Monday Night Raw qui franchement sont exceptionnels. Oh oui, bel esprit, franchement c'est un truc de ouf. Et donc donc l'ère Triple H et le booking Triple H, j'aime de plus en plus. Donc ce Raw commence avec les superstars comme d'hab qui arrivent, notamment Drew McIntyre. Mais maintenant qu'on dit ça, dans la version que j'ai regardée, j'ai pas vu Drew McIntyre à part quand il arrive au début. Alors peut-être, soit ils ont loupé le stream, soit, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que j'ai loupé le segment de Drew McIntyre, parce que on le voit arriver à l'arène, mais après je l'ai pas vu du show. Alors peut-être sur Watch Wrestling, ils ont pas vraiment, ils ont oublié tout simplement de le mettre sur le show.
en fait de le mettre sur le online. Très bonne question. Enfin bref. The Monster of Brawling, c'est énorme parce que alors que il y a Liv Morgan et Dominic Mysterio qui arrivent dans un lowrider, dédicace à Eddie Guerrero, là il y a le Braun Strowman et Bronson Reed qui continuent à se tabasser et c'est franchement très très bel esprit. Dominic Mysterio et Liv Morgan se dirigent donc vers le ring et on commence le show avec une promo in-ring avec probablement un des meilleurs couples de heel de la WWE actuellement. C'est un truc de fou. La dynamique qu'ils ont et la connexion qu'ils ont avec la foule, ce jeu de cette proximité à se faire des câlins, des limites s'embrasser, c'est un truc de heel top qui me rappelle dans un sens, alors petite histoire, petite anecdote, la dynamique que j'avais avec Billie Kay. Quand un des derniers trucs que j'ai fait à NXT avant de me faire libérer de mon contrat, pour pas dire virer, c'était de manager donc Billie Kay qui était une des moitiés des Iconics, cette équipe d'Australienne avec Peyton Royce et Billie Kay. Avant qu'elle soit en équipe avec Peyton Royce à la télé, Billie Kay était en solo, en heel, et il l'adorait au Performance Center et à NXT. Mais seulement, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait un peu de personnalité, il lui manquait quelque chose dans sa gimmick, et il m'avait mis en manager avec elle. Et seulement, le truc, c'est qu'ils nous ont dit, vas-y, Tom, Sly, manage Billie Kay, trouvez quelque chose. Et c'était à nous de trouver notre vibe. Et franchement, on a eu du mal. On a eu du mal, parce que elle avait développé son personnage de genre mystérieuse, tout en noir, avec de la dentelle et des masques d'opéra, et moi, j'étais un peu j'avais un look, on va dire, de matador. Enfin, c'était spécial, j'avais le gilet, j'étais torse nu sous le gilet, les cheveux longs plaqués en arrière, la petite barbe et moi j'aimais la vibe. Alors pour ceux qui ont vu le film, vous allez capter, c'était la vibe de Kill Bill. Dans Kill Bill, je sais qu'il y a un grand maître un peu old school qui a formé justement, alors il me semble que c'est Uma Thurman dans le film, parce que je l'ai vu il y a très longtemps, hein. Un des trucs que nous disait Dusty Rhodes, c'était regarder des films pour développer vos personnages et apprendre à créer un personnage à la WWE. Et quand j'avais vu Kill Bill volume 1 et 2, là, j'avais accroché à cette dynamique entre le vieux leader, coach, entraîneur qui entraîne la tueuse. Et c'était cette vibe que j'essayais de développer. Et un jour, je me souviens, on était sur un live event. Et là, bel esprit, c'est là que j'ai compris qu'en fait, les mecs qui ont de l'expérience, même si c'est des stars indie, ils ont l'expérience. Et c'est ça que je me tue à dire dans les reviews et sur la chaîne, c'est que rien ne remplace l'expérience. Et surtout une expérience régulière. Ça sert à rien de dire, oui, ça fait 15 ans que je catch si le mec, il a fait un match par an. Ça, c'est de la MERDE. Ou alors les gens qui disent oui ça fait 15 ans que je suis dans le catch, mais frérot t'as rien fait dans le catch, calme-toi, parce qu'il y en a plein sur YouTube qui se plaisent à dire oui alors ça fait 15 ans que je suis dans le catch, ouais non mais mec, c'est pas parce que tu gravites autour du catch français que t'es dans le catch, faut arrêter de prendre les gens déjà pour des CONS, et surtout faut être honnête, c'est pas parce que vous gravitez dans l'environnement catch que vous êtes dans le catch. Un catcheur ou un mec qui est dans le catch, c'est un mec qui organise au moins un show par mois, ou alors qui catch au moins 1 à 2 fois par mois. Si vous catchez pas au moins 1 à 2 fois par mois, vous n'êtes pas un catcheur et vous n'êtes pas dans le catch, faut arrêter quoi, vous êtes juste un fan qui essaye d'être dans le catch, mais c'est tout, vous êtes qu'un fan, calmez-vous tout de suite. Et pourquoi je dis ça, je vous le redis, parce que à travers notamment les TLRAM, vous allez voir des matchs qui n'ont jamais été postés online, qui étaient uniquement pour moi, mon travail personnel, mon étude personnelle, mon amélioration personnelle de style, et qui étaient tout simplement dans ma librairie, oui, dans ma bibliothèque de shows privés, et que je n'ai jamais partagé. Et en les partageant, vous allez vous rendre compte que pour ceux qui vont regarder, mais ça va, c'est franchement j'ai été étonné quand même des chiffres au début. D'ailleurs ce matin je me connecte sur YouTube Studio et je vois 666 vues sur la première TLRAM et je fais ouh, serait ça signe. et donc ouais, donc vous verrez dans ces matchs que en tout cas à l'époque, avant que je sois signé à la WWE, pendant 4 ans, on faisait 2 à 3 matchs, 2 à 3 shows par semaine et 5 à 6 matchs par semaine, c'était un truc de ouf. Et même moi, je vous dis, je mets des matchs et je me rends compte, mais j'avais complètement oublié ce match. J'ai fait ce genre de match, j'ai fait ce genre de prise. Enfin bref, franchement, ça va être un truc énorme, les TLRM, et surtout que c'est bon, ça va. Bon, le montage est un peu long à faire, mais ça va, c'est rapide à faire. Les matchs font entre 10 et 15 minutes. Alors certains, j'en ai vu, ils font 28 minutes. Hein. C'est des matchs en équipe, un truc de ouf. Un truc d'une demi-heure, mais peut-être parce qu'il y a les entrées aussi. Mais ouais, la plupart, c'est 10-15 minutes, donc ça va, c'est digeste comme format. C'est pas comme une TLR Reviews qui fait en général 1 heure. Bref, tout ça pour dire. Pour terminer l'anecdote, donc rien ne remplace l'expérience. Et donc j'étais sur un live event avec Billie Kay que je manageais, j'étais revenu de ma 2e opération du genou, et là il y a Samoa Joe qui vient nous voir dans les vestiaires et il fait, vous savez, il avait regardé notre entrée et il essayait de nous aider parce qu'il coachait un peu, il produisait quelques matchs d'ailleurs sur les live events en plus de catcher, et il disait, vous savez vous, votre dynamique, à Billie Kay et à moi, c'est tout dans la sensualité, c'est ce qui fait votre hit avec la foule. Le fait que les gens ne vous aiment pas, c'est le fait voilà, de se prendre dans les bras, de faire des positions de danse, de se rapprocher, de se toucher le visage, mais sans que ça devienne genre une relation amoureuse. Et c'est cette hit qui suscite
que la foule ne vous aime pas. Et en fait, le truc, c'était énorme parce qu'avoir Samoa Joe qui nous explique ça comme ça, parce que moi, à l'époque, je débutais quand même. Je veux dire, c'était quoi? C'était en 2015. Ouais, ça faisait même pas. Ouais, ça faisait quoi 11 ans peut-être. Non, même pas, non, 9 ans de catch. Oui, parce que mon premier match, c'est en 2006. Ouais, voilà, 9 ans de catch. Je m'estimais quand même comme un débutant, surtout comparé à Samoa Joe. Et là, le mec, il nous explique ça, et là, direct, l'ampoule s'est allumée dans ma tête, et je fais, ouais, ok, c'est bon, je commence à capter la vibe. Parce que je me mets toujours à la place de la foule quand je prépare un match ou je prépare un segment, et je me dis, ok, qu'est-ce qui va susciter de la réaction que je veux avoir de la foule? Et ça, c'est très, très, très important. Et beaucoup trop de jeunes ne le font pas. Beaucoup trop de jeunes font juste le catch qu'ils veulent faire, mais ils se mettent pas à la place de la foule et se dire, ouais, non, mais est-ce que c'est vraiment ce que veut voir la foule, ou est-ce que c'est ce qui va obtenir la plus grosse réaction de la foule. Donc, mes amis, oh oui, en parlant de grosse réaction de la foule, Dominique Mystérieux et Liv Morgan en ont, j'allais dire Clara Morgan, oui, non, peut-être pas Clara Morgan, mais Liv Morgan. Mais dans tous les cas, ces deux Morgan, j'aimerais vraiment les rencontrer en personne. Bon, Liv Morgan, je l'ai déjà rencontré en personne, mais on se comprend. Et donc, ouais, franchement, ils ont une réaction de la foule de ouf. Alors, par contre, j'ai le sentiment que Dominique galère un peu à porter Liv Morgan dans ses bras. Donc, dans ces cas-là, ma chère amie, amiga, amie IE, bien sûr, à la fin, parce que je m'adresse à Liv Morgan, je suis là. Je suis là parce que tu mentionnes que tu aimes la moustache de Dominique Mystérieux. Si tu aimes la pilosité faciale, tu sais où m'appeler, parce que je sais même plus si elle me suit sur Instagram, mais ça vaudrait le coup de lui envoyer un DM. Non, je rigole. Donc ouais, ils sont énormes dans leur rôle de heel. Alors, un autre truc très important, j'ai l'impression que depuis que Liv est championne, elle ne catch quasiment plus. Et ça me rappelle ce que m'avait dit Becky. Je l'avais vu quand j'étais allé en Californie avec French Wrestling Beast, Guillaume Lepers, avec qui on a commenté on commente le TPW Premium, et avec qui j'ai posté donc la vidéo d'ICWA Révolution 14 la semaine dernière déjà. Wow, ça va vite. Et quand on était allé en Californie avec lui, c'était, si je dis pas de bêtises, février 2018 ou 2019? 2018, je crois. Non, 2018, j'étais allé à New York. Donc ouais, c'était février 2019, c'est ça. Oui, c'est ça, 2019, parce qu'après il est allé chez Lens la même année, c'est ça, oui, c'est en 2020 qu'il y a eu le Covid. Enfin bref. Et donc là, avant que Beast, il m'avait rejoint 2 jours après. Moi, j'étais allé 2 jours avant à Los Angeles, avant lui, et il est arrivé 2 jours plus tard. Et dans ces 2 jours qui précédaient, j'avais vu Becky. J'étais allé la voir parce qu'elle habite, en tout cas à l'époque, elle habitait à Santa Monica à côté. Et donc c'est en 2019, c'est ça. Donc 3 ans après la dernière fois où je l'avais vue en personne. Et donc je m'en souviens, elle était en rendez-vous chez le coiffeur, elle se faisait faire ses rajouts et sa teinture de cheveux orange. Et moi on discutait, elle me fait ouais vas-y, je suis le coiffeur pendant 3 ou 4 heures, si tu veux passer, vas-y, n'hésite pas. Et donc on parlait. Et grosso modo, alors moi le premier truc que je fais, ça va, comment ça va le corps? Pas de blessure, pas de douleur. Et elle me dit, écoute Frenchie, depuis que je suis championne, je ne catche plus. Je fais soit des promos dans le ring, soit des matchs à 6. Donc en fait, je catch quasiment plus. Et en fait, non seulement je prends quasiment plus de chutes, mais surtout, j'ai l'impression que mon corps n'est plus assez, entre guillemets, endurant ou en condition physique pour faire des matchs one-on-one. Et en fait, quand elle m'a dit ça, ça m'a marqué. Parce que moi, je me disais, au final, quand t'es champion, notamment la WWE, j'aurais pensé que tu catches le plus. Ben non, elle me disait non, depuis que je suis champion, je ne catche plus. Et là, je me rends compte que, en fait, non seulement elle avait raison, mais normal, c'est Becky Lynch, elle a plus d'expérience que moi en tant que championne du monde WWE. Et deuxièmement, Liv, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu catcher vraiment in-ring, encore plus en one-on-one, depuis SummerSlam quasiment. C'est un truc de ouf. Tant mieux d'un autre côté, ça. Tu sauvegardes ton corps, t'es payé, t'es à la télé, donc bel esprit. Mais voilà, c'est le genre de truc que mon esprit remarque direct. Et donc dans cette promo, Rhea Ralenti, Rhea Replay arrive et annonce donc que Dominique sera dans une cage à requin au-dessus du ring à Bad Blood. Alors c'est un booking intelligent pour empêcher que Dominique intervienne, parce que il intervient dans quasiment tous les matchs de Liv Morgan ou de Rhea Ripley, mais par contre j'ai jamais vraiment compris l'intérêt de faire ça, c'est-à-dire d'enfermer quelqu'un dans une cage au-dessus du ring. Je sais, alors oui, je comprends, ça ajoute du spectacle, ça ajoute le fait que la personne soit à l'écran et donc littéralement sur le show, donc payé. Et dans ces cas-là, je veux dire, c'est pas plus efficace de l'enfermer dans son vestiaire avec un cadenas et lui dire écoute, si t'interviens ou si t'approches du ring, t'es viré ou tu te prends une amende de 100 000 $. Enfin, un truc comme ça. Dire, pourquoi on a besoin de l'attacher dans une cage au requin, d'autant plus qu'on se doute toujours qu'il y a toujours une histoire avec la cage. Soit il sort de la cage, soit quelqu'un intervient. Enfin, bon, voilà. Je comprends que c'est pour le spectacle et que c'est du catch, d'accord, faut pas trop non plus chercher midi à 14h, mais d'un autre côté. Ouais, moi, vous savez, je suis toujours tiraillé entre ce que m'avait dit Triple H, une des dernières décisions que j'avais eues avec lui en personne, qui était il me faut plus de réalisme. Il me faut plus de réalisme de ta part et tu seras de retour sur le show.
D'accord, mais où est le réalisme dans le fait que tu as un combat 1 contre 1 pour un championnat entre Liv Morgan et Rhea Ralenti et 1 contre 1, une contre une, et au-dessus d'elle, tu as un mec qui est enfermé dans une cage. J'ai jamais vu ça en MMA ou en UFC. Mais bon, mes amis, c'est du catch, comme vous le dites, il ne faut pas chercher midi à 14h. Et en attendant, ça annonce un très très gros Raw. Et ça commence avec un segment promo qui enflamme la foule. Suite à ça, nous avons un singles match entre Sami Zayn et Louis l'Empereur, Ludwig Kaiser. Pareil. Je vous dis, franchement, j'ai adoré ce Raw parce que tous les matchs étaient bons. Et ça, c'est très très bel esprit. Dans ce match, déjà, on voit, enfin j'ai vu en tout cas, et je vous le dis, Kaiser prend son temps dans le ring. Il a compris le style de catch main eventer de la WWE et je vous le dis tout de suite. S'il arrive à se trouver en dehors de sa relation avec Gunther, il fera quelque chose de très très bien à la WWE si bien sûr là ils mettent la machine derrière lui, ils lui donnent du temps à la télé et ils le mettent dans des programmes. Ça c'est clair parce que c'est pas tout d'être très bon catcheur. Je pense l'avoir déjà utilisé sur la chaîne cette analogie que j'avais personnellement trouvé à NXT. Si j'arrive à avoir Marcus en interview, je ne l'ai toujours pas contacté, je vais le faire parce que je vois qu'il y a beaucoup de retours à ce sujet. Il vous confirmera que j'avais inventé cette image, cette métaphore de tu peux être le meilleur surfeur de la planète, mais si tu es sur ta planche à attendre qu'il y ait une vague et que tu es sur une mer complètement plate, personne ne verra que tu es le meilleur surfeur de la planète. Il te faut des vagues. Et en catch, les vagues, c'est le booking, c'est des histoires, c'est des scénarios qu'on te donne à jouer à la télé. Et donc au final, si vous êtes juste booké pour être un jobber et vous perdez en moins de 5 minutes, même pas en 3 minutes à chaque fois, vous n'avez jamais le micro dans les mains, personne ne pourra voir l'étendue de votre talent. C'est dans un sens ce que j'ai eu, enfin entre guillemets, le traitement que moi j'ai eu parfois, pas tout le temps, mais parfois à la WWE. Mais bon, tout ça pour dire, Kaiser pourrait faire quelque chose de très très gros parce que sur style de catch et main eventer, il a franchement le look, il a la gueule. Voilà, le seul problème c'est que s'il n'arrive pas à se dégager de l'étiquette Imperium, les gens le verront toujours comme ça. Genre ouais, c'était le Lucky, le bras droit de Gunther et il était dans Imperium. Mais ça, Imperium, il sera pas grand chose. C'est un peu ce qui est arrivé à Giovanni Vinci. Parce que Giovanni Vinci, ok, là c'est bien, ils ont complètement changé son personnage et surtout la vibe qu'il renvoie. Mais d'un autre côté, on reste quand même dans la tête, ah ouais, c'est le gars d'Imperium. Un tout petit peu, de moins en moins, parce que s'ils arrivent à bien développer ce nouveau perso qu'il a, où il perd ses matchs et c'est énorme, bel esprit, bon, franchement j'aime beaucoup ce booking, parce que justement ça le dégage complètement d'Imperium. Imperium, les gars, c'était des tueurs, et là le mec il est tout seul, et là c'est plus du tout un tueur, mais ça reste quand même une menace crédible, parce que le Brainbuster qu'il avait fait sur Apollo Crews, bel esprit quand même. Et donc, tout ça pour dire, mes amis, ouais, si Ludwig Kaiser, Louis l'Empereur Louis César arrive à se dégager de cette étiquette d'Imperium, je pense, et que s'ils mettent la machine derrière lui et qu'ils font quelque chose avec lui, je pense franchement qu'il pourra aller très très loin. Oh oui, d'autant plus que c'est un fils de catcheur, donc il a grandi dans le catch. Hein. C'est le fils d'Axel Dieter, qui était une légende européenne, allemande, européenne. Oh oui. Alors dans ce match, j'ai adoré la façon dont Ludwig Kaiser a pris l'avantage du match. C'est-à-dire, Sami Zayn, il saute sur les barricades pour faire un moonsault, et lui, il arrive par derrière, il le pousse et Sami se plante la tête dans les barricades et franchement c'est magnifique, c'est une tactique de heel, storytelling 101. Qu'est-ce qu'il y a de plus dégueulasse que de prendre son adversaire et de le pousser soit hors du ring, soit la tête la première dans les barricades. Bel esprit, c'est pas une disqualification, mais c'est un truc de B-A-T-A-R-D, de bâtard. Et c'est top, storytelling. Sami Zayn, d'ailleurs, toujours aussi excellent dans sa vente. Franchement, je vous le dis, si vous êtes catcheur ou si vous étudiez l'art du catch, et que vous voulez étudier l'art de vendre, regardez Sami Zayn. Franchement, si vous voulez améliorer votre vente, regardez ces matchs. Et franchement, je pense que je vais commencer à le faire. Je pense que je vais commencer à étudier Sami Zayn parce que sa façon de vendre est tellement bien. On pourrait croire que c'est too much des fois, mais non, parce que comme il a la foule avec lui, franchement, Zayn en babyface, il a tout compris. La vente. Alors après, bien sûr, l'énergie quand on fait sa réaction, mais avant tout, il faut la vente. Il faut que le babyface galère dans le match pour que la foule se rallie derrière lui et qu'il galère surtout de façon crédible. Pas qu'il soit juste là à faire « Ah, j'ai mal. » Non, il faut qu'on croie vraiment que le mec soit il est KO, soit vraiment qu'il est en danger, pour qu'on ait vraiment légitimement et authentiquement l'envie de l'encourager. Parce que c'est ça en fait, vous savez, qui est important quand je parle d'implication ou d'investissement émotionnel de la foule dans ce que vous faites. C'est du catch. On sait que c'est du spectacle, c'est une mise en scène.
mais seulement quand c'est bien fait et que c'est assez crédible et qu'on connecte avec les superstars, et ben on rentre dans le jeu et on a envie de s'impliquer. Et pour rentrer dans le jeu, il faut que ce soit bien fait, il faut que l'histoire soit bien racontée et il faut que ce soit crédible. Parce que je vous le redis, si c'est 50 000 saltos qui n'ont aucune crédibilité, alors oui, c'est super, oh ouais, c'est super, c'est un beau spectacle de gym que je regarde, mais c'est plus du catch à ce niveau-là. D'ailleurs, ça on le verra par la suite. Oh oui, oh oui, dans le main event, mes amis. Oh oui, oh oui. Alors, Ludwig, dans ce match, a fait une énorme prestation. Et je pense qu'il a marqué beaucoup de points en étant autant crédible et intense face à Sami Zayn. Bon, même si Sami Zayn gagne le match, c'est un excellent match de catch. Dans ce show, je vous dis, j'ai adoré le booking de Triple H. Enfin, je commence à adorer le booking de Triple H. Parce que dans ce show, j'ai vu beaucoup de tests. Beaucoup de tests où on a donné le ballon à des catcheurs et on fait, vas-y, si tu transformes l'essai, eh ben, tu vas marquer des points. Et je pense que c'était le but de ce show. Pour avoir une bonne vibe maintenant du business, après presque 20 ans dedans et après 4 ans à la WWE, je sens que dans ce Raw, on a lancé des hameçons, on a lancé des touches à pas mal de catcheurs. On fait, ben, si tu te débrouilles bien, on va en prendre note et plus tard, tu auras quelque chose à manger. Et là, on a filé à Ludwig Kaiser un gros match contre un mec comme Sami Zayn qui est franchement, bon, je sais pas s'il est un futur Hall of Famer, mais un des plus gros noms de la WWE actuellement. Et Ludwig Kaiser a répondu présent à tous les niveaux. Look, personnalité, timing dans le ring, intensité, crédibilité, oh oui, il a rempli totalement la fonction de l'emploi et c'était un excellent match de catch pour pas commencer le show, mais premier match du show, donc ça annonce un gros Raw. Et surtout, quel enziguri qu'il a placé à Sami Zayn à un moment, d'ailleurs ça m'a rappelé l'enziguri que j'ai placé dans le match hier que j'ai posté dans TLRAM. J'ai halluciné, parce que l'enziguri c'est une prise que j'ai pas fait depuis des années. Et en fait, quand j'ai vu la prise, je fais, attends, mais je faisais un enziguri, moi, à l'époque. Enfin, dans ma carrière, j'en ai déjà fait. Et franchement, je pense que je vais commencer à les refaire. Oh oui, quand j'ai vu l'enziguri de Kaiser, j'ai repensé direct à, waouh, mon enziguri d'hier. Allez voir la TLRAM, elle fait quoi, un quart d'heure, franchement, ça. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que jusqu'à présent, je vous redis, tout le monde dit, ouais, le format est super, c'est super, il me tarde de voir la suite. Ben, oh oui, bel esprit. Ben, mon enziguri était très, très bel esprit également. À la fin du match, Gunther, Gontran arrive, Gauthier, Gunther arrive à la fin du match et annonce qu'il refuse toujours d'affronter Zayn. Lol, j'ai lolé de ouf. Mais bon, je pense qu'on sait tous qu'il va finir par l'affronter, surtout à Survivor Series, qui est au Canada. Ils vont trouver, je pense, et c'est ça que maintenant j'ai confiance dans le booking de Triple H. Ils vont trouver une solution de faire que Gunther n'aura plus le choix. Soit Sami Zayn va gagner un truc pour se qualifier, ou alors c'est Adam Pearce qui va faire, bon maintenant on arrête de jouer aux imbéciles, Sami Zayn gagne tous ses matchs, il est aspirant numéro 1, et franchement ça va le faire. Oh oui, franchement la construction elle est top. Suite à ça, nous avons un singles match entre Dragon Lee et Carlito. Alors, franchement, bon, j'étais surpris de voir Carlito dans un match simple, surtout contre un mec comme Dragon Lee, qui est un des futurs gros cruiserweight de la WWE, parce qu'il a en plus le tampon d'approbation de Stamp of Approval de Rey Mysterio. Mais direct dans l'entrée, alors, j'ai marqué, je suis pas un grand fan des ratings, c'est-à-dire des chiffres qu'on vous donne dans les jeux vidéo de catch. Parce qu'en fait, ça annonce direct si vous êtes considéré comme un jobber ou pas par l'office. Et Carlito qui a 80, pour moi, c'est ridicule. Le mec, en tout cas, bon, il y a 20 ans, d'accord, mais le mec a quand même battu John Cena dans ses débuts. Donc, en fait, le truc c'est ça, j'aime pas qu'on voit un catcheur et on voit, ah lui il a 77, oh ben non, il est naze, je vais prendre celui à 90. Non, c'est pourri ça. Je me souviendrai toujours de WCW NWO Revenge, un classique, Nintendo 64. Oh oui, dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est pas un des meilleurs jeux de catch de l'histoire. Alors oui, bon bien sûr, après il y a eu WrestleMania 2000, il y a eu No Mercy, etc. Mais bon, le moteur vraiment qui a été introduit avec WCW NWO Revenge, c'est la base. Oh oui. D'ailleurs, il l'avait repris dans Day of Reckoning que j'adorais également sur GameCube. Oh oui, Day of Reckoning 1 et 2, les heures que j'ai passées dessus, j'avais écrit plein de catcheurs, je faisais des bastons dans le... Waouh, c'était un truc de ouf. Tout ça pour dire, dans WCW NWO Revenge, tous les catcheurs étaient au même niveau. Il n'y en avait pas un qui était plus fort que l'autre, que ce soit l'Aparca ou le blouson, que ce soit Chavo Guerrero ou Macho Man ou Hogan, c'était les mêmes stats pour tout le monde. Enfin, il n'y avait pas de stats en fait, c'était juste tu prends ton catcheur et que le meilleur gagne. Bel esprit. Maintenant, par contre, ce qui était plus fort, c'était les prises. Les prises. Si t'arrivais à placer le spear de Goldberg dans WCW NWO Revenge, le mec était KO. Alors bien sûr, les mecs qui faisaient de l'anti-combat, d'ailleurs, petite anecdote, j'ai déjà battu Xavier Woods, EC3, Ethan Carter 3 et Tyson Kidd, ou c'était Tyler Breeze. Je sais pas si EC3, je pense pas qu'il jouait, il y avait Tyler Breeze, Xavier Woods et Tyson Kidd, ou EC3, en fait, je sais qu'il y avait on était 5 dans la salle, c'était en 2012 à Tampa.
et ben j'ai battu les 4 à WCW NWA Revenge. Alors je sais pas s'ils s'en souviennent, mais moi je peux vous le dire, c'est sûr et certain. Et ils avaient tous le seum, ils en revenaient pas. Autant Frenchy, tu nous bats à ce jeu? Je dis, ouais gros, j'ai grandi en y jouant quoi, avec mes frères, c'était un truc de fou. On faisait des Rumble à 4, bel esprit, oh oui oh oui. Tout ça pour dire, et surtout les Rumble où ils sortaient tous, où t'avais les 64 catcheurs qui sortaient, c'était énorme. Chaque fois qu'il y en avait qui était éliminé, il y en avait qui venaient, et genre ça faisait des Rumble d'une heure, 1 heure et demie, mais c'était top, oh oui oh oui. Et donc, en fait dans ce jeu, donc tous les catcheurs étaient pareils, mais par contre BOR, DEL, DE, MERDE, si tu plaçais le spear de Goldberg, le catcheur était KO, et peu importe qui c'était. Et donc en fait l'anti-combat c'était de prendre Goldberg et faire que des spears, et là tu gagnais le match, mais bon voilà, le but c'est pas non plus de juste gagner le match, c'est de prendre le catcheur que t'aimes. Et moi je pense que c'est la meilleure des façons pour les jeux vidéo de fonctionner. Donc les histoires de rating, Carlito à 80 c'était une blague, mais après ça, enfin après que j'ai écrit ça dans mes notes, je vois que Carlito perd en même pas 5 minutes. Bon alors peut-être il est vraiment à 80 en vrai, même pas juste dans l'optique des bookers, non je sais pas. Mais ouais, je comprends pas l'intérêt de l'avoir ramené s'il y avait pas de plan derrière en fait. C'est dommage de voir Carlito utilisé comme ça, parce que c'est quand même pour un nom que tout le monde connaît et que tout le monde a grandi en regardant. Mais bon, c'est comme ça mes amis. Suite à ça commence ce qui allait être un singles match entre Miz et Bronson Reed, mais non, Strowman arrive et là le chaos recommence. Et là franchement mes amis, bel esprit. De toute façon on va le voir à la fin du show. Là je vous annonce, la WWE doit maintenant m'engager soit en tant que scénariste, soit ils doivent me payer, parce que là c'était oh oui bel esprit. Et c'est énorme. Cette feud est construite entre Bronson Reed et Strowman, et elle est construite magnifiquement. La foule veut les voir maintenant se cogner, c'est super. Quand la sécurité les sépare, la foule hue, et quand ils recommencent à se taper dessus et qu'ils font des trucs de ouf, la foule acclame. Franchement, respect au booking Triple H. J'ai jamais vu ça en catch. Franchement, j'ai jamais vu une feud construite comme ça, dans le sens que ça part même dans les vestiaires, ils se balancent tous des gens dessus, c'est un truc de ouf, mais c'est franchement un truc de ouf. Et en fait, j'allais dire, je suis heureux que cette feud n'ait pas lieu en France, parce que la sécurité prendrait cher. Oh oui, et je sais de quoi je parle. Mais franchement, non, c'est top. Cette feud, ça devient des trucs que j'ai envie de voir maintenant chaque semaine. Presque plus, voire même, en fait, oui, plus que Drew McIntyre et CM Punk. D'ailleurs, je vous redis que Drew, je l'ai pas vu sur le jeu. S'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que la version que j'ai regardée sur Watch Wrestling l'a zappé, ou en fait il a pas été sur le show du tout? Ça me semble bizarre. Enfin bref, c'est comme ça. Tag team, parce que mes amis, il est 8h30 mardi matin. Je fais la review dès le matin. Et ça, pourquoi aussi je le fais? Parce que c'est non seulement bel esprit, et pour éviter de me faire spoiler. Parce que après, si je passe la journée à essayer de pas trop être spoilé en allant sur Instagram, Facebook et Twitter, c'est très dur de pas l'être. D'ailleurs, j'ai eu le main event, le résultat du main event spoilé, mais nous y reviendrons plus tard. Donc maintenant, je préfère mater le show dès que je me lève le matin à 5h, avant d'aller à la muscu, à jeun à 6h du mat. Et donc ouais, comme ça au moins la review est faite. Et par contre je pense la poster en fin d'après-midi, ça oui, vous en faites pas, comme ça je vais pas non plus trop vous spoiler. Je vais essayer de pas prendre une miniature aussi qui est trop spoiler. Mais bon, dans tous les cas, voilà, il est très tôt. Et pourquoi je disais qu'il était très tôt? Je sais plus pourquoi je disais qu'il était tôt, mais voilà, en tout cas il est 8h30 du mat. Et nous continuons la review de Monday Night Raw. Suite à ça, nous avons un tag team match entre Unholy Union et Damage Control. Alors, là, j'ai été très déçu dès le début, parce qu'on a une backstage interview entre Damage Control et Belair et Cargill, et là, je comprends qu'on va pas voir catcher Jade Cargill. Alors, franchement, j'ai failli arrêter la vidéo, parce que ne pas voir catcher Jade Cargill, pour moi, c'est même pas ça gâche Monday Night Raw, ça me gâche toute ma semaine de catch. Hashtag ironie. Franchement, Damage Control, c'est en train de devenir mes deux catcheuses préférées. Franchement, de tout le business, hein, parce que j'adore leur énergie, j'adore leur flow, leur façon de bouger, j'adore leur connexion avec la foule, et surtout la façon qu'elles ont de travailler la foule. Entre chaque prise, elles gueulent, elles font un mouvement de bras, elles se retournent vers la foule, et ça, c'est top, parce qu'elles restent intenses, elles essayent de gagner le match, mais elles n'oublient pas d'impliquer la foule dans le match, et ça, c'est bel esprit, oh oui, comme un certain catcheur qui a un personnage de Spartiate dans le ring depuis 2008, qu'il avait commencé à la WS Wrestling Stars en France, comme vous pouvez le voir dans les TLRAM, et qui implique la foule tout le long de son match avec oh oui, qu'il a complètement pompé au film 300, mais personne l'a fait avant lui et personne l'a fait depuis. Oh oui. Et d'ailleurs, un jour, j'avais dit à Dusty Rhodes en le regardant dans les yeux, si je peux faire le personnage de Spartiate à la WWE, ça va devenir aussi grand que yes. Et ça, j'en suis toujours convaincu, bien sûr, si le booking est derrière toi. Mais bon, c'est comme ça, c'est le catch. Donc, par rapport à Damage Control, j'aime beaucoup en parlant de WWE, qui leur laisse faire ce qu'elle faisait avant la WWE, contrairement à moi et le Spartiate, ils m'ont pas laissé faire.
la WWE a laissé à Damage Control l'opportunité de garder leur style de catch japonais Joshi Puroresu, le catch féminin japonais. Et ça, j'adore. Parce que c'est franchement, ce qui t'a fait briller pour arriver à la WWE, ben, garde-le là pour briller encore plus. Forcément. Ne dénature pas ton catch à t'adapter au produit de WWE comme c'était le cas avant l'ère Triple H. Donc franchement, bel esprit, monsieur Paul Lévesque, bel esprit. J'ai aussi adoré Wade Barrett qui dit que Unholy Onion maîtrise totalement le style tag team parce que c'est totalement vrai, mes amis. Unholy Onion, c'est une excellente équipe de catch. J'adore. J'ai franchement très apprécié ce match. Victoire de Damage Control qui les met encore une fois en course pour le titre de Bianca Belair et Jade Cargill, et ça a été franchement donc un match très solide, franchement avec une très belle psychologie, une très belle histoire à raconter, et je terminerai ce petit segment en disant que c'est une honte qu'un mannequin, un modèle Instagram comme Jade Cargill soit mis avec des catcheurs de ce niveau mondial. Ou alors que Bianca Belair ait son talent dans un sens gâché, pas gâché mais mis entre parenthèses, pour porter sur ses épaules toute seule Jade Cargill, en fait pas toute seule parce qu'en général aussi les heels qui chutent pour Jade Cargill portent cette dernière sur leurs épaules. Mais bon, c'est comme ça, c'est le catch. Petit aparté, j'aime beaucoup le build-up tout le long du show pour le match, pour le titre intercontinental. On sent que Triple H respecte beaucoup ce titre, qui a beaucoup apporté à sa carrière. Parce que la carrière de Triple H s'est vraiment lancée une fois qu'il a été devenu champion, une fois qu'il est devenu champion intercontinental. Et ça, voilà, je vous le redis, c'est ce que je kiffais, et j'en ai parlé dans mon vlog pour Bruno Sammartino. Triple H avait été la personne qui avait ramené Bruno Sammartino en bon terme avec la WWE. Et donc, en faisant cela, ça montre que le mec respecte non seulement l'histoire du business, mais tout simplement les moments importants ou les gens importants de l'industrie. Et le titre intercontinental ayant apporté autant à sa carrière, eh bien on sent qu'il le respecte et qu'il le met en avant comme il se doit, ou en tout cas comme lui peut-être aurait mieux aimé que ce soit le cas quand il était champion intercontinental. Donc franchement, bel esprit. Ce build-up tout le long du show, franchement, je vous dis, si j'avais pas eu le résultat du main event spoilé, j'aurais vraiment douté sur qui allait gagner. Mais bon, on verra ça bientôt parce qu'on se rapproche de la fin du show. On est là à peu près à la moitié du show. Un tag team match entre New Day et American Made. Alors, c'était un match sympathique. Bon, pas exceptionnel, mais sympathique. Basique, géré d'une main d'experte par les vétérans que sont Xavier Forêt, Bois, Woods et Kofi Kingston en Jamaïque. Ils ont géré le match d'une main d'experte avec des Creed Brothers qui restent quand même vraiment green. Alors green, pour ceux qui ne parlent pas trop anglais, ça veut dire très débutant, très pas inexpérimenté, mais très débutant. On sent qu'ils n'ont pas vraiment encore les automatismes. En parlant des Creed Brothers, de ce qu'ils dégagent, on sent que en fait ils incorporent dans les parties du match leur offense et leur prise et les moments du match qu'il faut, ou les prises qu'il faut, un peu comme les pièces d'un Lego qu'on met en place. Mais en fait, ça manque d'âme, ça manque d'émotion. C'est en fait, ils font les trucs, enfin, alors ça par contre, je vous dis, c'est mon ressenti de catcheur, hein, c'est pas un truc de fan. Et je pense que si vous êtes catcheur, vous le sentez un peu, ce que je vais dire, fan peut-être moins, mais en fait, les Creed Brothers, ils mettent les pièces du Lego au bon endroit en suivant la notice, mais voilà, c'est ça. En fait, quand on construit un Lego, pour moi, je critique pas les gens qui aiment les Lego, mais j'ai du mal à capter pourquoi les gens kiffent autant les Lego. Parce qu'en fait, oh putain, trop bon, j'ai une tour Eiffel en Lego qui fait 1 mètre de haut. D'accord, gros, mais c'est ok, tu as construit toi, ça t'a passé des heures dessus, mais c'est pas aussi joli que la vraie tour Eiffel. Pourquoi tu t'achètes pas, ou pourquoi tu construis pas littéralement, tu sculptes pas, ou tu achètes pas une vraie réplique quasiment identique de la tour Eiffel? Pourquoi tu prends un Lego? Un Lego, ça manque d'âme, c'est carré, c'est... Enfin voilà, c'est mon ressenti, pareil, je critique pas, mais moi je pense comme ça, je dis quitte à avoir une tour Eiffel d'1 mètre de haut, chope une vraie réplique, ou construis une vraie réplique, fais pas juste des Lego. Et là en fait, parce que les Lego, je vous redis, ça manque pas d'authenticité, oui d'authenticité, mais c'est une imitation. Donc alors je dis pas que les Creed Brothers sont une imitation de catcheur, mais un peu pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur groove et leur automatisme. Et quand tu trouves l'automatisme, surtout que tu connectes ton catch avec tes émotions à l'intérieur, là ouais, là c'est bon, c'est bon, t'étais sur le bon chemin pour devenir une immense star, ou en tout cas un excellent catcheur. Mais là voilà, avec les Creed Brothers, c'est ce que je ressens. Donc de toute façon c'est compréhensible vu leur niveau. Mais par contre, c'est chaud d'être une superstar à Raw et d'être comme ça. Bon, mais bon, après, c'est parce qu'ils sont dans le groupe avec Chad Gable qui porte le groupe sur ses épaules, donc ça, encore une fois, c'est compréhensible. Mais je reste persuadé quand même que tu dois payer tes dus. Et que tu, comme je vous le montre, dans les TLRM, avec tout ce que j'ai fait pendant 6 ans, avant d'être signé à la WWE. C'était un match, somme toute, quand même assez long. Assez long, hein, ils ont eu un bon quart d'heure, 20 minutes, je pense, il me semble. Et j'ai pas regardé les temps. Et bravo quand même, tout de même. Alors,
même s'il manque d'expérience, bravo quand même au Creed d'avoir tenu la distance et d'avoir rien loupé. Il n'y a pas eu de loupé dans le match, donc ça passe. C'est un autre test réussi ce soir. Voilà. Je pense qu'ils ont mis les Creed Brothers dans ce match pendant 20 minutes avec le New Day, 15-20 minutes, en leur disant, écoutez, montrez-nous qu'on a bien investi de l'argent en vous et que vous méritez l'argent qu'on a investi. Et si vous gérez, eh ben, on fera autre chose avec vous par la suite. Et là, franchement, là aussi, mission accomplie pour les Creed Brothers. Impressionnant de voir Kofi Kingston toujours aussi bon dans le ring après toutes ces années. Franchement, mec, oh oui, respect total. Mec fait toujours la voltige, il a toujours un bon timing, et connexion avec la foule de ouf. Oh oui, bel esprit. On sent également dans ce match, très bon match qui a fait avancer les storylines et qui a permis déjà aussi à American Made, qui gagne le match, de rebondir après avoir servi de serpillière pour les Wyatt Six. Avec leur victoire, mais une victoire qui a été causée par l'intensité et la colère grandissante dans Xavier Bois, colère donc qui lui a fait perdre le match. Et ça c'est top parce qu'on avance petit à petit dans le heel turn de Xavier Woods et c'est oh oui, bel esprit, parce que c'est une feud où le public est déjà impliqué à fond dans Kingston et Woods, et quand ça va exploser, ça va être top. Ça va être du niveau de Eddie Guerrero et Chavo Guerrero qui s'étaient séparés il y a combien d'années. C'était, oups là, désolé, un petit zoom. J'essaie juste de baisser voilà, l'éclairage, parce que le soleil se lève là encore. Il est 8h du mat. Oh oui. Comme ma review de SmackDown que j'avais fait depuis Marseille. Donc, comme le public est impliqué avec les deux, franchement, ça va être énorme quand ils vont splitter. Et je pense que ça sera soit sur Survivor Series, soit au Rumble, soit carrément à Mania. Ça serait vraiment pas mal. Suite à cela, mes amis, alors en parlant des Wyatt Six, pour qui American Made a servi de serpillière, on a juste eu un clip promo pour eux cette semaine. Un petit clip de même pas une minute. Et franchement, là je le redis, je vous dis, c'est le thème de la vidéo. Ça va être de toute façon le titre de la vidéo. Un bon booking de Triple H, de l'ère Triple H. Parce que, au moins, en mettant juste une vidéo, pas backstage, mais un clip vidéo 2, on les surexpose pas. Et comme ils ont toujours cette vibe quand même de monstre, il faut pas les surexposer, parce que si vous les surexposez, eh ben en fait vous tuez leur vibe de monstre. Et franchement, ça permet de ne pas les voir cette semaine, de juste voir ce clip vidéo, de les garder quand même dans les esprits des gens, mais de ne pas garder, de ne pas tuer la mystique qu'il y a autour du groupe. Et ça, oh oui, bel esprit. Suite à ça, mes amis, c'est le gros main event. Intercontinental Championship match entre Jey Uso et Braun Breaker. Méga build-up, comme je vous l'ai dit, tout le long du show pour Jey Uso. La WWE a vraiment réussi à construire une star solo avec Jey. Bon, son entrée aide beaucoup, le thème est pas mal, la foule est à fond dedans, et puis son entrée, franchement, ça le fait vraiment mousser. C'est ce que je dis, c'est ce qu'on disait avec Marcus à l'époque. Yo, si t'as une entrée de ouf, forcément t'es une star. Si t'as une entrée, tu rentres avec de la musique disco et que les lumières sont normales, bon, ça va être dur d'être considéré comme une star par le public. Faudra regarder la deuxième TLR Stories qui sortira en octobre, ça je vous le dis les amis. Mais je vais faire, je pense, 3 ou 4, voire 5 TLR AM avant. Comme ça, j'ai le flow de commenter des matchs. Et là, franchement, ça va être top. La TLR Stories où je commente en direct mon match de TakeOver, enfin pas en direct, mais avec la vidéo qui joue, vous allez kiffer. Et je vais notamment parler de ce thème d'entrée. Et d'ailleurs, par rapport à la question et commentaires que j'ai sélectionné par la suite. Mais donc ouais, Jey Uso, ils ont vraiment réussi à le faire se décoller de l'étiquette Usos, l'équipe qui formait avec son frère Jimmy, qui j'espère va bien, et c'est ce que je disais pour Ludwig Kaiser. Si Ludwig Kaiser arrive à se détacher de l'étiquette Imperium Gunther qu'il a encore collé en gigantesque sur le front pour l'instant, et ben ça deviendra une très grosse star s'ils mettent la machine derrière et qu'ils lui filent une super entrée, un super perso, comme ils le font avec Jey Uso. Oh oui. Et Jey Uso, donc comme je dis, il a le look, il a le talent in-ring, il a une très belle personnalité également, mais son entrée, ça aide énormément à le faire passer pour une grosse star. Et donc là, je le dis, si je m'étais pas fait spoiler la victoire sur Intercontinental, sur IG, Instagram, j'aurais vraiment kiffé vivre ce match en direct. Mais en ouvrant, j'ai vu direct une tenue bleue et rose et il y avait marqué New Champion, et là je fais stop, ne regarde pas. Mais après, en faisant le rapprochement, j'ai très vite compris qu'il s'agissait de Jey Uso et du titre intercontinental, nouveau champion. Bon, par contre, alors mes amis, alors c'est ce que je disais, là en majuscule, hein. Bon, par contre, WWE, payez-moi. Où est mon salaire, où est mon chèque de paye? La bande-annonce de Strowman contre Reed, Last Monster Standing Match de la semaine prochaine à Raw. Yo, qu'est-ce que je vous dis depuis, bon peut-être pas un mois, mais presque, Godzilla contre King Kong. Mes amis, voilà pourquoi, alors, likez, abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez les vidéos, répandez la bonne parole autour de vous. Je sens que
plus cette chaîne va se développer, plus non seulement je vais vivre le produit, mais je vais m'améliorer dans ma vision du truc et mériter une place de scénariste à la WWE, je sais pas, ou de coach producteur à NXT, je sais pas. Parce que franchement, c'est ce que je vous dis depuis 2-3 semaines. Et là, pile poil, je vous l'ai dit dès le début. Dès le début qu'ils ont commencé à se tabasser là dans les vestiaires, je vois King Kong et Godzilla. Et là, la bande, je vous dis, j'en avais des frissons quand j'ai vu ça. Je fais, ouais, bel esprit. Oh oui, oh oui, et je vous le dis, bel esprit. Je vous le dis, booking de Triple H Era, je kiffe. Et donc, ils annoncent donc pour la semaine prochaine à Raw un Last Monster Standing match. Je suis quand même déçu que ce soit pas un pay-per-view. Ouais. Mais alors, franchement, les connaissances, ils sont pas bêtes. Il va se passer quelque chose de gros la semaine prochaine à Raw. Genre, le ring va se casser. Je sens que ça va être le main event. Alors, on va voir. Si peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort, je sais pas. Je sens que ça va être le main event. Le ring va se casser, bien évidemment, et peut-être même d'une façon qu'on n'a encore jamais vue. Avec le poteau ou le plancher qui se trouve, enfin, on va voir, le plancher qui se trouve, on a déjà vu, mais voilà. Truc pas avec le poteau qui se casse et les cordes qui rentrent dans le ring. Et là, ils vont dire, bon, ben, pour Survivor Series, pas pour Bad Blood, mais pour Survivor Series, les deux vont être absents pendant 2 ou 3 semaines parce qu'ils seront blessés. Et à Survivor Series, ils vont revenir en disant, bon, vu qu'une salle de catch ne peut pas contenir ces deux monstres, et ben, ils vont s'affronter dans un endroit isolé ou dans un studio, enfin voilà, un truc comme ça. Et c'est là qu'on va voir on va les voir se battre dans une ville, je vous l'annonce. Enfin, une ville miniature dont ils se servent pour tourner des films. Je vous l'annonce, je sens. Enfin, c'est pas que je sens. Oui, je le sens, mais j'aimerais vraiment que ce soit ça. Et si c'est ça, mes amis, alors là, je sais pas. Il faut que tout le monde, on lance un hashtag Tom LaRuffa, scripteur de WWE. Je sais pas, à voir, mes amis. Et franchement, pour le Raw de la semaine prochaine s'annonce énorme. C'est vraiment un gros booking et il me tarde déjà de le voir. On n'a même pas encore fini ce Raw qu'il me tarde de le voir. Et donc pour finir ce Raw, on avait ce match intercontinental pour le titre intercontinental en main event de Raw. Et ça, c'est bel esprit. Mettre le titre IC en main event à Raw, encore une fois, ça montre que Triple H respecte énormément ce titre qui lui a apporté beaucoup. Et ça, c'est très bel esprit. Mes amis, le style de Bron Breakker s'améliore de semaine en semaine. Alors, j'ai pas vu ce qu'il a fait à NXT, je suis sûr que c'était déjà excellent, mais ce mec a le catch dans son ADN. Mais c'est même pas une question d'être le fils de Rick Steiner et le neveu de Scott Steiner. Non, ça se sent, ça se voit. Il a les automatismes, il a la dynamique, il a la condition physique, il a les instincts, il a l'intensité, la solidité, la variété dans son offense. Franchement, par exemple, j'ai vraiment particulièrement aimé la prise de soumission qu'il a mis sur Jay, là où il lui a pris la tête, la jambe et il l'a plié en 4. Parce que ça montre qu'il est perfectionniste. Et il veut pas aller sur la voie de la facilité. Il veut pas prendre une prise classique de cou, une clé de bras. Ça, c'est de la MRD. Enfin, c'est bien si tu racontes une histoire sur le bras ou sur la tête. Mais la plupart des gars, ils prennent une prise basique. Lui, il a cherché à faire un truc que personne fait ou que très peu de gens font. Bel esprit, ça montre que le mec, il est perfectionniste et qu'il veut que son catch soit vraiment unique et le meilleur possible. Et ça, je dis, oh oui, bel esprit. Parce qu'en plus, on bossait là-dessus au Performance Center. Et la foule... Alors ça aussi, c'est un truc que j'ai kiffé dans ce match. Si vous écoutez bien et si vous avez bien regardé, la foule est derrière chaque tombée que tente Jay. Et c'est superbe. Voilà pourquoi il faut tenter des tombées dans un match de catch. Pourquoi c'est important. Parce que le but, c'est de gagner le match. De gagner le titre ici. Et donc, juste faire des prises athlétiques, 50 000 saltos et avoir la foule qui chante « Oh, this is awesome » parce qu'ils ont vu 5 saltos arrière d'affilée, c'est pas ça du catch. Le catch, c'est de faire... espérez à la foule que vous allez gagner votre match. Alors bien sûr en faisant des prises de ouf, ça c'est clair, mais au moins tenter de faire le tomber derrière. Pas juste refaire 5 saltos, se faire un face-off, et là, oh oui, oh c'est super. Non, ça c'est de la gym, c'est pas du catch. Et franchement, bon, c'est bien évidemment, c'était un très 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 gros match, avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'intensité. La solidité, aucun loupé. Pourquoi je dis aucun loupé à chaque fois? Parce que c'est important. Les loupés, ça vous sort du film. Enfin, du film, pardon. Voilà, lapsus révélateur, ça vous sort du match. Et là, franchement, tout était crédible, tout passé. C'était franchement bel esprit. Et victoire de Jey Uso. Et là, encore, alors, je le dis, c'est presque, voire carrément au niveau de Cody qui gagne le titre en battant Roman Reigns, le règne des Romains, à WrestleMania. C'était limite les larmes aux yeux. Parce que là, c'était 14 ans de carrière récompensée. 14 ans de carrière récompensée avec enfin un titre solo pour Jey Uso. Et en le disant, franchement, j'ai de l'émotion parce que je ressens ce genre de travail enfin récompensé. C'est magnifique, c'est bel esprit. Vive le catch. Et le titre intercontinental est redevenu presque aussi important que le titre mondial comme c'était au début des années 90 et ça, je dis respect total. Il n'y a quasiment pas eu de déchets sur ce Monday Night Raw alors qu'en plus, plusieurs stars n'étaient pas là. Je veux dire, physiquement pas là. Il y a Finn Balor, Damien Prêtre, ils n'étaient pas là. Et quand même, on a eu un Raw de fou. Ils ont eu des segments promo filmés sûrement à l'avance, mais... franchement, un très 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 gros Raw. Mes amis, je vous l'annonce, hein, on vit une grande époque dans le catch. Hein. Et alors, en tout cas, le catch WWE, mais AEW aussi sont pas mal. Hein, je veux dire, d'ailleurs, prochaine vidéo review de Dynamite.
jeudi sûrement, mais on vit une grande époque dans le catch. Et le passage sur Netflix s'annonce d'autant plus grandiose parce qu'avec les moyens qui vont être mis à disposition de la WWE et surtout la liberté, je pense, qu'ils vont leur donner pour faire un produit edgy, franchement, ça va être oh oui, oh oui. Mes amis, c'était Monday Night Raw avec une review faite par TLR Tom Larufa et comme promis, la question sélectionnée, une question de Chad Play qui me pose une question sur le processus de création des musiques d'entrée. Alors, pour la WWE et l'AEW, ils ont des compositeurs, mais par rapport aux indies, est-ce la même chose ou est-ce que la promo doit racheter les droits d'auteur de la musique pour le personnage correspondant? Alors, le processus déjà à la WWE et à l'AEW, en fait, c'est très variable. Soit on te demande ton avis, soit on te le demande pas. Enfin, j'en parlerai dans tous les cas, c'est sûr, pour les musiques d'entrée des légionnaires dans hashtag Taylor Stories, ça, t'inquiète pas, là-dessus, je rentrerai plus dans les détails. À AEW, aucune idée, j'ai jamais été, donc je vais pas me prononcer. Et je sais qu'à la WWE, s'ils utilisent une musique d'un groupe, forcément, ils doivent payer, acheter la musique ou les droits de la musique au groupe en question. Et sur les indies, il y a, je crois, c'est la SACEM, ça s'appelle. En fait, c'est comme n'importe quelle représentation sportive ou quoi. Si tu utilises les musiques d'un groupe, tu payes la SACEM, et voilà, en fait, tu joues tu as le droit de jouer n'importe quelle musique, quoi. Je crois que c'est un forfait, je sais pas, moi, je me suis jamais occupé de la partie financière de l'organisation d'un show de catch, mais voilà, c'est comme ça que ça marche sur les indies. Et tu termines ton message en disant chat play, bref, tout ça pour dire que le bel esprit est en moi, oh oui, et bien le bel esprit est en tout le monde, mes amis. Prochaine vidéo, ça sera la review de Dynamite qui sortira sûrement jeudi soir, je pense. Oui, non, il n'y aura pas de vidéo ce mercredi. Et il y aura la review de SmackDown. Mes amis, je vous le redis, hein, TLRAM, n'hésitez pas à le regarder. Je pense, alors sûrement, je vais en filmer une blende d'avance. Comme ça, au moins, j'ai le stock. Et si jamais vous aimez, si vous me dites, vas-y, Tom, poste-en plus, dites-le moi dans les commentaires. Et ben, j'en posterai peut-être 2 par semaine. On verra. Oh oui, oh oui. En tout cas, les amis, merci pour le soutien. Merci pour les vibes. Merci pour d'être fan de catch. Parce que le catch n'existerait pas sans les fans. Ça, je le dis très souvent. Mais il n'existerait pas sans les catcheurs, sans les promoteurs encore moins. Mais sans les fans, c'est un travail d'équipe. Et en parlant de travail d'équipe, mes amis, gardez le bel esprit dans l'équipe du bel esprit. Oh oui, Tom Larufa vous souhaite une excellente soirée. Aouh.